L'unité de la famille garant de l'épanouissement d'un enfant. Tel notre sujet du jour. Et pour le développer, nous entretiendrons avec Jordan Emmanuel Sambroux. Il est jeune écrivain ivoirien, auteur de 3 livres numériques et d'un livre imprimé qui d'ailleurs traite de plusieurs thématiques relatives à la famille. Emmanuel, soyez le bienvenu sur le plateau de 52 minutes avec. Merci, madame. Très bien. Comment définissez-vous la famille? Avec vos propres termes. D'accord. Je vous dis merci de m'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui. La définition que moi je peux donner de la famille, je dirais la famille c'est le centre de l'humanité, d'une manière assez spécifique. On va penser directement au pape Jean-Paul II qui disait « La famille c'est le reflet de la Sainte Trinité, par l'exercice sur des vertus théologales telles que la foi, l'espérance, la charité. Si tout membre essaie de se mettre ensemble, on pourra refléter l'image de Dieu. » Donc pour moi, à travers cette citation du Saint-Père Jean-Paul II, la famille, c'est l'existence, c'est l'humanité et ça englobe tout l'amour céleste de Dieu le Père Tout-Puissant. Très bien. Et quels sont les différents types de familles que vous connaissez? Alors, en ce qui concerne les différents types de familles, il y en a 3, bien sûr. La famille monoparentale, qui définit un enfant qui vit juste avec sa mère ou son père. La famille recomposée, qui définit un enfant qui vit, par exemple, avec son beau-père ou sa belle-mère. Et la famille traditionnelle, telle qu'on a l'habitude de le voir, qui est du père et de la mère. Est-ce qu'on peut parler des caractéristiques d'une famille, une famille épanouie? Alors, pour une famille épanouie, le plus souvent en Afrique, on se dit pour qu'une famille soit épanouie, il faut qu'elle puisse avoir tout le matériel qu'il faut, hein, c'est-à-dire des grandes voitures, une grande télévision, des beaux fauteuils. Il faut qu'on fasse toujours des sorties. C'est pas ça. Pour une famille épanouie, c'est la communication et l'écoute. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au sein de votre maison, mais si vous n'avez pas la communication et l'écoute, ça sera très compliqué. Il faut apprendre à écouter ses enfants. Il faut apprendre à communiquer avec eux. Papa et maman doivent apprendre à s'écouter, à communiquer. Ils doivent faire en sorte de ne pas laisser toujours les disputes s'initier devant les enfants pour que l'épanouissement puisse toujours aller de l'avant. Il est aussi important de sortir en famille, bien sûr, de sortir avec les enfants, visiter certains endroits culturels qui pourront développer l'intelligence des enfants. Il est important de vivre en harmonie pour que l'épanouissement soit intact. Très bien. Alors, en quoi consiste l'épanouissement de l'enfant? Est-ce que c'est tout lui donner? Un enfant qui a tout est forcément épanoui. C'est-à-dire, quand il tape sur la table, quand il a quelque chose, il est épanoui. C'est quoi, au fait, l'épanouissement de j'ai l'enfant? l'habitude de le dire, un parent n'est pas agréable, il est juste. D'accord. Dieu le Père n'est pas agréable, Dieu il est juste. Et Dieu c'est un bon Père. Un enfant ne doit pas tout avoir, mais il doit avoir le nécessaire. Je vous explique. En ce qui concerne le nécessaire, un enfant par exemple qui va à l'école, qui vient d'obtenir son CEP, c'est vrai, c'est intéressant de vouloir l'offrir un téléphone portable, mais est-ce que pour son âge c'est si important? C'est important pour lui d'avoir une bibliothèque chez lui à la maison ou dans sa chambre où il pourra lire des livres. Le plus souvent, l'épanouissement des enfants, les parents se disent que c'est important qu'ils aient tout, presque tout chez eux à la maison, c'est-à-dire tout sortes de PlayStation, tout sortes d'ordinateurs, tout sortes de vélos. Mais c'est pas ça l'épanouissement d'un enfant. L'épanouissement d'un enfant, c'est surtout lui donner une éducation qui sera pour lui un point de repère. Parce qu'un enfant deviendra forcément un jeune, après un jeune, un adulte. Et si l'enfant n'a pas été épanoui avec des valeurs morales, des valeurs culturelles, plus tard, lorsqu'il sera adolescent, ça sera très compliqué pour lui. Il y a le célèbre contemporain écrivain Victor Hugo qui disait « L'éducation, c'est la famille, l'instruction, c'est l'État ». Il disait « L'épanouissement familial ne doit pas comporter le fait qu'un enfant ait tout, mais doit comporter le fait qu'un enfant se sente aimé par ses parents ». Donc, vous voyez que par cette citation, Victor Hugo il mise plus sur l'amour, l'amour au sein de la famille, l'amour au sein d'une communauté. Voilà. Très bien. Et pourquoi, selon vous, il est nécessaire que les deux parents soient présents pour l'éducation d'un enfant? Alors ça, c'est une très bonne question, je vous remercie. Déjà, on ne peut pas faire un enfant tout seul. Une femme ne peut pas s'asseoir pour dire je vais faire un enfant. Un homme ne peut pas s'asseoir pour dire je vais faire un enfant. Il y a l'unité, il y a collision. Donc si vous êtes mis ensemble pour faire cet enfant, vous devez comprendre que cet enfant aura ce désir d'avoir l'affection paternelle et l'affection maternelle. Raison pour laquelle il y a les psychologues qui vous diront que les enfants ont deux réservoirs, le réservoir maternel et le réservoir paternel. Si l'un des réservoirs n'est pas rempli, l'enfant ira chercher ça au dehors.
Donc, c'est la raison pour laquelle le plus souvent on voit des enfants qui vivent avec des parents monoparentaux, on en vient, qui vivent avec des parents monoparentaux. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un jeune garçon, vous allez peut-être faire la remarque, un jeune garçon qui vit avec son père, c'est un jeune garçon qui aimera beaucoup les femmes. Parce que le réservoir maternel n'est pas rempli. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, en aimant les femmes, je peux remplir mon réservoir maternel. Une jeune fille qui vit, par exemple, avec sa mère va aimer la plupart du temps les garçons. Parce qu'elle va se dire, j'ai besoin de remplir mon réservoir émotionnel paternel. Donc, il est impératif et très important pour que les parents soient ensemble pour éduquer les enfants. Le plus souvent, on voit des parents qui travaillent à l'intérieur, ce qui est très compliqué. Ils voyagent le plus souvent. Et cela, c'est vrai, c'est très important de chercher l'argent, c'est très important, on a besoin de vivre, hein. Mais il est très important d'être au sein de sa famille afin de donner de l'affection, de l'amour à ses enfants. Parce que si votre enfant n'en a pas, soyez-en sûrs qu'il va rechercher ça au dehors. Et ça, c'est le drame de notre société. Alors, vous l'avez souligné, de nos jours, il existe de nombreuses familles, on va dire monoparentales, des pères, des mères qui se retrouvent seuls à faire l'éducation de leurs enfants. Et certains arrivent quand même à réussir. C'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Parce que quelquefois, l'enfant ne choisit pas d'être dans ce type de famille, mais il s'y retrouve là. Les parents également ont des histoires qui les emmènent, pardon, à se séparer et tout ça. C'est pas forcément, on va dire, on va pas rejeter la faute sur l'un ou l'autre, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux encadrer son enfant? Alors, de manière monoparentale, si par exemple l'enfant vit chez sa mère, il est important que l'enfant de temps à autre puisse aller voir son père. Si l'enfant vit chez son père, il est important que de temps à autre, il parte chez sa mère. Pourquoi? Parce que plus ou moins, si son réservoir maternel est rempli, il pourra directement remplir son réservoir paternel chez son père. Le plus souvent, il faut dire aussi dans des relations amoureuses, il y a ce qu'on appelle la lucidité qui manque à beaucoup de personnes. Et cette lucidité-là, aujourd'hui, elle est de plus en plus forte dans nos siècles, hein. Il y a des personnes qui savent qu'au fond, l'homme ou la femme avec qui je suis, ça va pas marcher. Pourtant, un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Il ne faudrait pas qu'un enfant vienne s'enticher dans les problèmes de ses parents. J'ai l'habitude de le dire ça. Tout ce que vous aimez n'est pas forcément bon pour vous. Et un enfant qui vient au monde, c'est dans le but de gagner votre vie. Et un enfant qui vit avec des parents monoparentaux, c'est toujours compliqué pour lui. Parce qu'il aura ce désir de voir sa mère. Il aura ce désir de voir son père. Mais de plus en plus, on en voit ça un peu partout. Et la société actuelle, on a des enfants monoparentaux qui sont déversés dans la rue. Pourquoi? Parce que les deux parents ne sont pas ensemble pour donner l'éducation qu'il faut à l'enfant. Or, pour qu'un enfant puisse avoir un très bon cursus scolaire, pour qu'un enfant puisse avoir une vie spirituelle épanouie, pour qu'un enfant puisse être une très grande personnalité au sein de la société, il a besoin impérativement d'avoir ses deux parents auprès de lui avec qui il pourra discuter de temps à autre. Papa donne des conseils, maman donne des conseils, et ça facilite l'intégration de l'enfant au sein de la société. Très bien. Emmanuel, vous avez eu l'âge fou, la crise de l'adolescence et la souffrance qu'a causé la séparation de vos parents. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous voulez bien partager, on va dire, le résumé de votre histoire avec nos téléspectateurs, avec nous également? D'accord, c'est tout un plaisir. Alors, moi, je suis né dans une famille assez catholique. Mon père et ma mère sont des chrétiens catholiques très fervents. Je suis né le 28 juillet 1998 précisément. C'était très, très embellique pour moi d'avoir mon père et ma mère. Parce que ce sont des personnes qui sont très spéciales pour moi. Ce sont des personnes qui manifestent autant d'amour pour moi et c'est des personnes qui ont toujours été avec moi. Déjà, de mon bas âge jusqu'à mon âge de 10 ans, mes parents ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont soutenu de bout à bout dans mes études. Lorsque j'étais malade, tout ce que je faisais, c'était là. Et à mon âge de 10 ans, lorsque je devais passer le CP, on dira 2 jours, 3 jours avant les examens, mes parents ils sont séparés. C'était un drame, c'était très difficile pour moi de voir ma mère partir. Et comme je l'ai mis dans mon roman, je me souviens de son baiser. De son baiser qu'elle m'a laissé sur le front avant de partir. C'était un drame. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je me concentrer pour obtenir mon CEP ou dois-je blâmer ma mère ou dois-je pleurer tout le temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis concentré, j'ai obtenu mon CEP par la grâce de Dieu. J'ai été orienté au lycée municipal de Port-Bouilly. Mais par la suite, le fait de vivre avec mon père, c'était véritablement quelque chose de bien pour moi, mais pas trop bien. Pourquoi? Parce que mon père, c'est une personne qui est très bien, qui vous donne tout. Mon père, c'est pas le genre de personne qui vous blâme à sans arrêt, au fait. Mon père, il était pas une fois, deux fois. Il te dit arrête, si tu n'arrêtes pas,
il laisse tomber, mais après, il vient te reparler. Or, ma mère, c'est une personne du tic au tac, au fait. Vous connaissez les mères africaines, dès que vous faites quelque chose, ça vous tape rapidement, en fait. Donc, ça vous permet de mieux vous situer. Et ma mère, elle part, moi, je suis avec mon père. Mon père, il part au travail les matins, il revient le soir, moi, je dors. Oui. Quand il part au travail, moi, je n'ai pas l'occasion de le voir. Donc, vous comprenez que c'est chaque week-end qu'on a plus l'occasion de se voir. Or, dans une semaine, il y a 7 jours. Et c'est très compliqué pour moi, pendant ces 5 jours-là, de ne pas avoir cette affection que je désire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis plongé, bien sûr, au dehors, dans une vie qui ne confessait pas le nom de Dieu. Au dehors, j'ai fait la rencontre de certaines personnes avec qui on avait le même destin, on dira, des parents séparés, des parents divorcés. Et c'est comme ça, au lycée, peu à peu, je vais commencer à m'initier dans une vie de bruitage. Déjà, quand je rentre à la maison, je dépose mon sac, je vais au cybercafé. Quand je vais à l'école, dans un cybercafé, au point que cela a affecté mes études en classe de troisième, où j'ai repris la classe de troisième. Et mon père, qui est une personne qui est assez symbolique pour moi, va me prendre de côté pour me parler, pour me dire, je comprends, je sais que tu fais tant de bêtises, mais je sais aussi que tu es intelligent. Fais-moi grâce, cette année, concentre-toi, s'il te plaît. Et je vais prendre cela en compte, je vais me concentrer, je vais obtenir, bien sûr, mon CEP. Le BPC maintenant. Mon BPC, excusez-moi, merci. Je vais obtenir mon BPC. Après ça, je vais passer en classe de seconde, sixième, en classe de seconde, première, terminale. Ça sera pas toujours facile. Parce que tu as envie de parler parfois à ta maman. Ma mère, elle était bien et belle présente, mais elle était loin. La distance, il y a tout ça, c'était plus compliqué. Et cela m'a mis dans des vices, tels que la cigarette, l'alcool et quelquefois la drogue, pas autant qu'on y pense. Et j'ai été à fond dans le bruitage. À fond dans le bruitage pour moi qui vivais avec mon père. L'argent que je recevais, c'était plus pour les filles. C'est comme je vous ai dit, un enfant qui grandit avec son papa, il va plus aimer les femmes. Pourquoi? Parce qu'il veut remplir son réservoir émotionnel maternel. Vu la distance aussi de maman. C'est exact. D'accord. Donc, je me tenais plus avec des filles, tout ça. J'étais dans cette vie qui confessait pas le nom de Dieu, jusqu'à ce que je fasse la rencontre de Jésus-Christ, c'est-à-dire le 20 décembre 2018. Et ce jour que j'ai fait la rencontre, j'étais chez ma mère, au plateau de cuir. C'est-à-dire, elle m'avait appelé parce que je traversais une période assez compliquée. Elle m'a dit, viens chez moi, on va en parler. Et on en parlé. Je suis parti chez un peu curé, on a pu parler, là, on a fait la confession. Et par la suite, après la confession, j'ai senti une puissance qui m'a envahi. Et depuis lors, j'ai décidé de marcher dans la suite de Dieu et de me concentrer sur des choses qui sont très importantes. Donc, vous comprenez que par la suite, la séparation de mes parents, c'était une cassure pour moi au niveau de mon mental, au niveau de mes études et au niveau de ma personnalité à moi-même. Parce que quand ma mère elle est partie, j'ai rapidement quitté l'église. On dira depuis l'âge de 11 ans, je ne partais plus à l'église jusqu'à mon âge de 20 ans. Donc, c'est 9 ans après que je suis retourné à l'église. Et à cause de quoi? La séparation de mes parents. Voilà. Très bien. Vous avez été assez bref dans l'histoire, pour nous qui avons lu l'œuvre. Merci pour ce résumé. Alors, nous allons parler à présent de l'avant-séparation. C'est vrai que vous n'étiez qu'un enfant, mais est-ce que vous n'avez pas vu les choses venir? Est-ce qu'il n'y a pas eu des comportements un peu déplacés des parents en votre présence, des discordes? Est-ce que quelque chose ne vous a pas effleuré l'esprit, n'a pas présagé cette fin? Vous n'avez pas fait attention? Bon, à vrai dire, je n'ai pas trop fait attention, mais si je me souviens bien, mes parents se disputaient très rarement. Hein. Peut-être qu'ils disputaient, ils le faisaient sans que je ne sois là, en fait. Peut-être quand je sors, ils se disputent, mais devant moi, c'était très rare. Parce qu'ils voulaient me donner toutefois une très bonne éducation pour ne pas que cela puisse empiéter sur mes études. Parce que plus ou moins les parents qui se disputent constamment sans le savoir devant les enfants, ça empiète sur le vécu de les enfants, en fait. Donc, vous comprenez que c'est très compliqué, là. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous avez raconté votre histoire. Vous avez également eu l'occasion d'écouter d'autres jeunes, vu qu'on le voit dans votre livre, d'écouter d'autres jeunes qui ont vécu des situations, qui se sont retrouvés dans des familles monoparentales, des familles recomposées et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant l'impact que peut avoir la séparation de deux parents sur la vie de leur enfant? Alors, ici, on va pas parler d'activité professionnelle parce que moi, j'ai parlé d'un enfant. Lorsqu'on parle d'un enfant, on va parler du cursus scolaire. Comme j'ai bien pu vous le dire, moi, j'étais très brillant à l'école. Et bien sûr, on peut le constater du point où aujourd'hui, j'ai tout arrêté. Et bien sûr, Dieu m'en a fait la grâce de le connaître. J'étais très brillant à l'école. J'étais toujours parmi les premiers de ma classe. En sixième, c'était la même chose. Mais arrivé à un certain moment, il y a quelque chose qui me manquait. Vous comprenez, il y a quelque chose qui me manquait. Et si vous faites la remarque des enfants,
qui vit avec les parents séparés, vous allez voir que c'est des enfants qui sont très brillants, mais arrivé à un certain moment, ils prennent le mauvais chemin. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Parce que plus ou moins, peut-être la maman, elle faisait le forcing, c'est-à-dire qu'elle était toujours auprès de l'enfant. Peut-être le papa Tu dois faisait étudier, tu dois le faire, tu vois, d'accord. Donc, vous comprenez l'impact. Maintenant que la mère n'est plus là ou le père n'est plus là, ça agit dans son cursus scolaire. Il devient médiocre au sein des études et ça devient de plus en plus très compliqué pour lui. Donc, pour moi, ça affecte beaucoup le cursus scolaire. On dira, si c'est un jeune, on dira, c'est un jeune, peut-être son activité professionnelle, mais un jeune, il va essayer de s'y faire. Mais un enfant, par exemple, un enfant, on dira de 6 ans, on peut dire même de 4 ans, parce qu'il y a des parents, même dès qu'un enfant naît ici, c'est pas, hein, on peut dire peut-être de 2 ans jusqu'à 15 ans, ça sera très difficile pour lui. C'est après, peut-être, il pourra se faire une certaine idée et puis laisser les choses tomber. Alors, vous avez eu la chance d'avoir une belle-mère, maman Emma, et un beau-père, un papa Jacques. Donc, vous avez vécu au sein de 2 familles recomposées, parce que vous avez vécu un peu avec papa, ensuite avec maman. Donc, vous avez eu la chance d'avoir 2 familles recomposées. Je dis la chance parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de rendre hommage à ces personnes qui ont été bien avec vous. Mais c'est pas toujours le cas pour tous les enfants. Vous avez eu l'histoire du petit garçon qui allait chercher le gaz, qui a égaré l'argent et tout ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien dire au niveau de la vie d'un enfant qui vit au sein d'une famille recomposée? Alors, au niveau de la vie d'un enfant qui vit au sein d'une famille recomposée, c'est, excusez-moi, c'est pas toujours facile. D'accord? Il va falloir que cet enfant-là, il prie Dieu pour avoir une très bonne belle-mère. Nous connaissons aujourd'hui. Bien un très bon beau-père aussi. Bien un très bon beau-père, merci. Nous connaissons aujourd'hui que les belles-mères, c'est pas toujours facile, hein. Moi, j'ai eu cette grâce, cette faveur de Dieu, d'avoir reçu une belle-mère qui est magnifique, au fait, elle est formidable. Je l'ai bien décrit dans mon livre, elle a l'image de la Sainte Vierge Marie pour moi, parce qu'elle m'a tout donné, et même actuellement, et même de tout son cœur. Lorsqu'elle sait que je pars quelque part, ses prières m'accompagnent toujours. Mais ce n'est pas toujours le cas pour certains enfants. Mais ici, moi, je blâme pas la belle-mère, mais moi, je blâme le père. Parce que les parents doivent prendre la mesure correcte en disant, si tu veux m'aimer, tu dois être en mesure d'aimer ma fille ou mon fils. La mère doit dire à son mari, si tu veux m'aimer, tu dois être en mesure d'aimer mon fils ou ma fille. Si tu vois que ça ne peut pas marcher ainsi, moi et toi, on se sépare parce que lui, c'est la chair de ma chair, mon sang, l'os de mon os. Donc, à partir de ce moment que le père ou la mère essaie de décrire les choses comme ça, celui, c'est-à-dire le beau-père ou la belle-mère, a une certaine idée. Et au fait de ça, le père ou la mère doit regarder aussi le comportement de la belle-mère ou du beau-père pour comprendre, pour voir, mais comment elle se comporte avec mon enfant. Parce qu'on peut dire une ancienne femme, mais on ne peut pas dire un ancien enfant. Oui. Parce que votre enfant, il est quasiment tout pour vous. Demain, il peut vous donner une place dans la société, il peut faire certaines choses pour vous. Mais votre femme, elle peut vous quitter, votre mari peut vous quitter. Donc, il est super important pour des parents qui veulent avoir une famille recomposée de mettre les points sur les i avec soit la femme, soit l'homme. Il faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils puissent trouver des terrains d'entente. Aujourd'hui, ce qui manque à notre société africaine, c'est la vraie communication. Il n'y a pas de communication, c'est juste le mensonge. On se ment. C'est-à-dire parce qu'on est amoureux d'une personne ou on est amoureux d'une personne, tout ce qu'on aspire, c'est de vivre avec cette personne. Et ça apprend de quoi le vrai comportement de cette personne. Peut-être il faut partir sur des bases assez spirituelles, des bases assez mentales, des bases qui pourront... Des bases solides. Des bases solides, voilà. Des bases qui seront très importantes pour la famille, qui ne pourront pas demain impacter la vie de l'enfant. Très bien. Nous avons parlé des beaux-pères, des parents même, belle-mère et tout ça. Donc ça, c'est vraiment ce que les parents doivent faire. C'est exact. Mais les enfants aussi, dans cette famille recomposée, voilà, vraiment, ils sont pas toujours tendres. Hein. Il y en a qui causent des misères aux parents. Un certain Emmanuel était prêt même à faire vivre du vinaigre. Bon, un certain, c'est pas vous. Hein. Voilà, un certain Emmanuel. Si jamais la mère vraiment lui faisait voir du pire, la belle-mère, pardon, lui faisait vivre le pire. Voilà, pour dire qu'il y a des enfants aussi qui sont vraiment des canailles dans ces familles et tout ça. Comment l'enfant doit se comporter? C'est vrai qu'on dit enfant, mais quelquefois il y a des enfants qui sont conscients, ils savent ce qu'ils font. C'est exact, c'est exact. Alors moi, je dirais ma belle-mère, je n'ai pas été toujours correct avec elle. Hein. Il y a mes amis qui me disaient, mais ta belle-mère, tu dois pas lui parler comme ça. Pourquoi tu cries sur elle? Pourquoi tu fais ça, ma belle-mère? C'est comme je peux toujours le dire, c'est une femme modeste, qui a le cœur de la Vierge Marie, qui priait toujours pour moi, qui m'en voulait pas. Et ce genre d'enfant, il faut essayer, c'est le papa qui doit parler, au fait. C'est le papa qui doit parler et non la belle-mère. Au fait, le papa ou la maman, la personne qui veut se remarier doit prendre
la pierre angulaire pour dire voici ce qui doit se passer, voici comment on doit bâtir certaines choses. Elle doit être la pierre angulaire. Le papa doit parler à l'enfant en disant, tu vois, j'ai eu des soucis avec ta mère, c'est vrai, on n'est plus ensemble, mais elle, c'est ta nouvelle mère. Tu n'es pas obligé de l'appeler maman. Moi, ma belle-mère, mon père m'a dit, tu n'es pas obligé de l'appeler maman. Tu peux l'appeler toujours maman et mais tante, tout ça. Et vous n'allez pas croire, mais jusqu'à actuellement, c'est difficile pour moi de l'appeler maman. Je l'appelle toujours tanti. Mais elle m'a jamais voulu, en fait, parce que mon père m'avait dit, c'est vrai, c'est compliqué pour toi. Donc, ça sera très difficile pour que tu puisses l'appeler maman. Et vous devez comprendre que ces enfants aussi, parfois, c'est compliqué. Ils vont s'y mettre en tête que je vais appeler une nouvelle personne maman. Je vais appeler une nouvelle personne papa. Et des fois, il y a des mamans aussi qui sont très bizarres. Pas les belles, mais les mamans qui sont très bizarres, qui vont mettre des choses dans la tête de l'enfant. Ouais. Donc, l'enfant va mal Qui se comporter. monte l'enfant contre peut-être son père Contre et son sa père. belle-mère, ou encore qui monte l'enfant contre la mère et son beau-père, vice-versa. Je vais vous dire un truc qui est très important que peut-être vous devez garder. Un enfant n'agit jamais de lui-même. Un enfant n'agit jamais de lui-même. Si vous voyez un enfant qui change radicalement de comportement, il y a eu un déclic, il y a forcément quelque chose qui a dû se passer. Donc rapidement, vous devez essayer de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cet enfant il agit comme ça? Il y a des mères qui montrent les enfants pour dire que cette femme-là, elle a détruit notre foyer, elle a détruit la vie que j'avais avec ton papa, donc toi aussi, tu dois être dur avec elle. Il y a des papas qui peuvent dire aussi que ta maman m'a laissé tomber parce que je n'ai plus d'argent ou parce que tant. Donc, ils montrent l'enfant contre son beau-père. Donc, il y a tout ça. Ce sont les parents qui doivent réellement parler. Oui. Je préfère même que les deux parents, c'est-à-dire que le père et la mère, puissent voir l'enfant pour dire, tu vois, je suis plus avec ta mère, c'est vrai, on a eu quelques soucis, tu vois. Mais dorénavant, ta mère s'est remariée, je veux que tu respectes son mari comme tu me respectes. Dorénavant, ton père s'est marié, je veux que tu respectes son mari comme tu me respectes. Moi, pareillement, aujourd'hui, j'ai une idée en tête, je me dis, ce que je fais pour mon père, je fais pour mon beau-père. Ce que je fais pour ma mère, je fais pour ma belle-mère. Ils ont tous le même amour qu'ils doivent recevoir de moi. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné leur amour et je n'ai pas le droit de faire des distinctions. C'est vrai, il y a mon père, c'est vrai, il y a ma mère, mais il faut toujours faire pour les mettre au même pied d'égalité pour qu'ils ne se sentent pas rejetés. Est-il important que des parents, on va dire deux ex-conjoints, gardent des liens, on va dire, amicaux quand ces derniers-là ont un enfant? C'est très important même. Est-il important? C'est très important. Moi, mon père et ma mère, ils communiquent tout le temps. Hein. Même ma belle-mère et ma mère, on dirait des meilleurs amis. Elles communiquent tout le temps, en fait. Elle appelle de l'autre côté pour prendre des nouvelles, comment tu vas. Ma mère aussi l'appelle. C'est important qu'ils gardent des liens. Une séparation ne veut pas dire que tu es mon ennemi. On connaît toutes ces situations. Après l'amour, c'est pas la guerre. La guerre. Donc, je crois bien que lorsque ils décident de se séparer, ils doivent rester dans une tête très bien posée pour leurs enfants, surtout pour l'avenir de leurs enfants. Ils doivent laisser de côté les émotions, la haine, la tristesse, ils doivent mettre tout ça de côté pour regarder à l'avenir de l'enfant qui doit demain devenir quelque chose au sein de la société. Parce que si l'enfant ne réussit pas d'avis, ils vont pas accuser l'enfant, mais ils vont accuser les parents. Parce que le plus souvent, on dit pas, voici tant, mais on dit, voici le fils de tant. Donc vous comprenez, c'est important pour les parents de garder un lien pour pouvoir unir les enfants dans la pensée de Dieu et puis dans des valeurs intrinsèques au sein de la société. Bien. Très souvent, le parent qui part du foyer est blâmé. Mais est-ce qu'on cherche toujours à savoir ce qu'il vit au sein de ce foyer-là? La question, pensez-vous qu'être parent, c'est être appelé à devenir martyr? Alors, être parent n'est pas Parce que, excusez-moi, quelquefois on le dit, Allez-y. je reste dans ce foyer-là pour mon enfant, mais on souffre. Donc c'est en ce sens-là que nous demandons si être parent, c'est être appelé à devenir martyr. Alors, je vais vous expliquer un fait qui est très essentiel. Avant même qu'une personne agisse quand vous êtes marié, il y a des agissements qu'il a fait quand vous n'étiez pas marié. Ce qui arrive aujourd'hui arrivera demain. Comme je vous ai dit, c'est la lucidité qui manque à beaucoup de personnes. Pour éviter le pire, il faut être véritablement canalisé sur des choses qui sont très importantes. Moi, j'en veux aujourd'hui à toutes ces personnes qui veulent se marier, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui veulent se marier, qui ne prennent pas le temps de connaître leur belle-mère comme leur beau-père. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la belle-mère, le beau-père a fait ici? Il y a l'écrivain Graham qui disait, par exemple, Gary Chapman, excusez-moi, qui disait, dans son livre, Ce que je dois savoir avant de me marier, il m'a dit, avant de vous marier, faites l'effort de connaître votre beau-père ou votre belle-mère. Le tel père, tel fils, ça agit, et tel mère, tel fils, ça agit. Vous voulez vous marier, vous ne prenez pas le temps de vous connaître réellement. Se connaître ne veut pas dire qu'aller avoir, excusez-moi, comme on peut le dire, des rapports sexuels ou faire peut-être une semaine, aller dans des restaurants, on va se connaître. Non, mais ça dépend de beaucoup de bases. Je dois essayer de connaître ma femme pour ne pas que demain, ça puisse empiéter sur ma vie. Parce que plus ou moins, si je me sépare de ma femme, ça va empiéter sur moi, ma vie, ça va empiéter sur la vie de mon enfant. Si aujourd'hui, mon mari me donne
juste une paire de gifles pendant qu'on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant. Mais quand sera-t-il quand je serai dans son foyer? Parce que ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que les hommes, ils se disent, une fois qu'une femme est dans mon foyer, je peux faire tout ce que je veux. Si elle vient Tout à à fait. partir, je m'en fous, au fait. Mais les femmes, elles sont pas lucides, au fait. Elles sont pas très lucides. Et c'est le blâme de notre société. C'est-à-dire, je suis amoureux d'une personne dont je suis obligé de me voiler les yeux. Ouais. C'est pas ça. Il faut être intellectuel, il faut être intelligent, il faut regarder les choses comme ça vient. Je suis amoureux, c'est vrai, mais ce que j'aime n'est pas forcément bon pour moi. Ouais. C'est comme je le dis, tout ce que vous aimez n'est pas forcément bon pour vous. J'aime certainement cette fille, mais elle n'est pas bonne pour moi parce que son éthique et mon éthique ne vont pas ensemble, on va se séparer. J'aime ce gars, mais il n'est pas bon pour moi parce que c'est un gars qui fume, qui boit et qui rentre me bat. Je l'aime, c'est vrai, mais il n'est pas bon pour moi, on va se séparer. Pour éviter toute souffrance demain, il est préférable de mieux travailler aujourd'hui. Ouais. Raison pour laquelle il y a des citations qui disent, oh, préférez le malheur aujourd'hui pour demain avoir le bonheur. Payez le prix maintenant pour pouvoir payer tous les prix demain. Donc, c'est important aujourd'hui de dire non pour que demain, je puisse être satisfaite. Une maman qui vous dit que mon mari me bat, je sais pas quand ça a commencé, elle vous trompe au fait. Depuis qu'elle était avec le gars, bien avant qu'elle rencontre le gars, bien avant qu'il se marie, il y avait des petits messages qui venaient. Dieu, il est sage. Dieu nous montre toujours les petits messages. Même quand vous êtes sur votre destinée, quand il y a quelque chose qui est bon pour vous, Dieu vous montre les petits signes. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, il vous montre les petits signes. Ce qui nous manque, c'est la lucidité et le discernement. Le bon discernement. C'est exact. Donc, pour ça, moi, si je dois répondre à votre question, en gros, on ne doit pas être martyr dans une couple. Non, je suis désolé. Si votre mari vous bat directement, vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez, au fait. Parce que sans que Si vous votre femme vous bat, si votre mari, oui, il bat sa femme, oui. voilà, vous prenez vos clics et vos claques et vous Et dégagez. j'ajoute, si votre femme vous bat, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, c'est une réalité aussi. Je prends, bien sûr, c'est une réalité. Je prends mes clics et mes claques et je dégage. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, un enfant a une conscience de tout ce qu'il voit. C'est-à-dire, si un papa bat sa femme constamment, quand l'enfant va grandir, il va se dire pour que je puisse, vous comprenez, il va se dire que pour que je puisse donner du respect à ma femme, il faut que je la frappe, je la bastonne. Si un enfant voit sa mère insulter constamment son père, imbécile, ce genre de mots, la fille qui va grandir, elle va insulter constamment son mari parce qu'elle a reçu cette éducation. En fait, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, vous devez comprendre que quand vous commencez à sentir que l'atmosphère au sein de votre maison n'est plus ça, pour votre enfant, quittez. Ne réfléchissez plus. Parce qu'à partir du moment où vous restez, vous êtes en train d'empiéter la vie de l'enfant, tous les jours, l'enfant entendra des bruits, des murmures, des bagarres, des coups. Ça va agir non seulement dans son cursus scolaire, dans sa vie professionnelle et dans sa relation avec les uns et les autres. Alors aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, c'est vrai que vous étiez plus jeune quand votre mère partait, mais aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les réelles raisons qui l'ont poussé à quitter votre père? Bien sûr, je connais les raisons. Bien sûr, je connais les raisons. Nous n'allons pas vous demander de les citer sur ce plateau. C'est une question de vie privée. Et pensez-vous que les enfants ont besoin de connaître les motifs de séparation de leurs parents? Bien sûr. Et comment s'y prendre en fonction de la tranche d'âge? Bien sûr, c'est très important que l'enfant puisse savoir qu'est-ce qui a poussé sa mère à partir ou son père à démissionner du sein familial. Mais il faut être très sage. Il faut pas être barbare. Vous n'allez pas dire à votre enfant, tu vois, ta mère m'a trompé avec le gars d'à côté, donc par contre, j'ai décidé de me séparer d'elle. Vous n'allez pas dire à votre garçon que tu vois, ton père, il est devenu pauvre, il n'a plus l'argent pour nous nourrir, donc on va partir chercher quelqu'un qui est riche. Il faut être très sage, il faut savoir parler. Par exemple, vous pouvez faire asseoir votre enfant, c'est-à-dire au sein de la famille, vous êtes tous ensemble autour d'un dîner, et vous lui dites clairement que, ensemble, le père prend la parole parce que c'est lui le leader. Vous pouvez dire à votre enfant que tu vois, actuellement, moi et ta mère, on se comprend pas très bien. Ce qu'on va faire, chacun va se replier de son côté, mais après, on va se remettre ensemble, bien sûr. C'est une petite tactique. Après, on va se remettre ensemble, bien sûr, mais chacun va se replier le temps d'analyser certaines choses et de revenir ensemble. Et la mère aussi, à son tour, doit pointer l'intérêt, c'est ça. Elle doit pas montrer un visage triste, un visage morose. Mais avec un sourire, oui, mon enfant, avec ton père, actuellement, c'est un peu compliqué. Mais on va revenir, je vais prendre le temps de voir certaines choses. C'est vrai, l'enfant va pas comprendre au début. Ça sera très, très compliqué pour lui, mais il va s'y faire. Quand c'est des personnes de 18 ans jusqu'à 24 ans, je pense que là, ils sont assez matures. Vous pouvez en parler, mais vous n'allez pas dire que votre femme vous a trompé parce que l'enfant risque de détester sa mère. Il y a des tactiques qu'il faut faire, il y a des mots qu'il faut employer parce que un mot peut tuer comme un mot peut donner la vie. Donc, il faut savoir réellement en parler aux enfants. Très bien. Alors, lorsqu'on connaît bien son interlocuteur, on sait, on a une personne assez fixe, on a une cible à qui s'adresser, c'est plus facile.
Mais comment protéger son enfant après avoir fait cet exercice-là? Comment le protéger de son entourage? Parce que quelquefois, dans l'entourage, les parents peuvent faire des efforts pour raisonner l'enfant, pour lui faire comprendre certaines choses. Mais d'autres parents, dans la famille élargie, oui, c'est pas ton papa qui est ceci, mais ta mère qui est ceci. Quelquefois, il y a ce genre de paroles. Comment protéger l'enfant de cela? C'est vrai que c'est pas facile, on peut pas tout gérer à la fois, mais ça arrive. Quand ça arrive, comment ramener l'enfant? Il y a des personnes qui impactent véritablement sur la vie des autres. Comment? Alors, le plus important ici, c'est de savoir semer la graine dans la tête de votre enfant. Vous comprenez? Moi, quand ma mère est partie, j'ai reçu plusieurs graines des personnes qui m'ont dit comme ci, comme ça. Mais je n'étais pas très focalisé là-dessus parce que plus ou moins je connaissais ma mère. Donc, il y a ce que vous me dites et il y a ce que moi je connais d'elle. Donc, je pense que les parents doivent essayer de voir leur entourage aussi pour en parler. Pour dire, voici ce qui s'est passé avec moi et ma femme, mais voici ce qu'on a dit à notre enfant. Parce que tout, c'est la communication, il faut communiquer. Si l'autre ne sait pas que vous avez dit ça à votre enfant, il ne sait pas. Donc, il peut dire quelque chose, mais si vous l'avez avisé et qu'il le fait, je pense que c'est de la mauvaise foi. Donc, il faut essayer, bien sûr, d'encadrer son enfant en lui disant que tu peux entendre des choses, mais tu dois savoir que moi et ton père, on a décidé comme quoi d'un libre accord de se séparer quelque temps, mais après, d'être ensemble, bon, le temps que chacun puisse mettre les points sur les i, réfléchir à certaines choses. Le tout, c'est la communication, en fait. Il faut savoir communiquer avec son enfant et s'aimer la bonne graine. Une graine qui est bien sémée, même tous les épines autour ne pourront pas véritablement détruire cette graine. Très bien. Pour aborder la question de la responsabilité des parents, nous nous appuierons sur un témoignage de votre livre, notamment celui de la jeune fille qui a voulu se donner la mort parce que son père n'arrivait plus à subvenir à leurs besoins, il n'arrivait plus à donner vraiment tout ce qu'elle recevait auparavant quand il était bien placé, quand il avait un meilleur emploi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Est-ce que les parents doivent céder à tous les caprices de leurs enfants? Alors, c'est comme je pense que je l'ai déjà il a déjà dit, hein, un parent n'est pas agréable, il est juste. Un parent ne doit pas céder aux caprices de son enfant à chaque moment. L'enfant peut venir, j'ai envie d'avoir un iPhone, un ordinateur, des nouveaux vêtements. Mais on doit connaître le nécessaire, ce qui est véritablement nécessaire. Dans mon livre, vous avez pu voir l'histoire de cette jeune fille. Son père lui donnait presque tout, mais après, c'était très compliqué parce que son père avait perdu son travail. Et la majorité de ces filles qui sont en dehors, c'est des filles qui recevaient tout, presque tout, qu'elles étaient petites, hein. Soit si elles sont pas des parents, si elles sont pas avec des parents séparés ou des parents divorcés, c'est des filles qui ont des deux parents, mais le père, il faisait presque tout et aujourd'hui n'arrive plus à faire. Comme elle se contentait d'avoir un certain luxe et elle n'a plus ce luxe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se plonger au dehors pour retrouver ce luxe auprès des personnes qui D'ailleurs, peuvent c'est ce que cette jeune fille a fait. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait pour avoir du luxe. Donc, il faut pas toujours tout donner à son enfant. Il faut savoir faire les choses, il faut savoir mettre les points sur les i. Il y a un footballeur, Cristiano Ronaldo, qui disait, son fils lui a demandé un iPhone. Il a dit, non, je peux pas te donner. Mais pourquoi l'a-t-il dit? Il a tous les moyens il peut lui donner, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne lui donne pas parce qu'il connaît certaines valeurs et il sait ce qui est important. Il faut analyser ce qui est important et ce qui est nécessaire. C'est comme je le dis, il faut connaître les priorités et les passe-temps. Oui. Votre enfant, c'est celui qui va avoir un téléphone un jour ou l'autre, c'est celui qui va avoir un ordinateur un jour ou l'autre, c'est celui qui va avoir tout ce qu'il veut un jour ou l'autre. Mais il y a déjà la formation de sa conscience. Déjà, l'enfant, il doit être conscient que l'argent ne tombe pas du ciel. Il doit savoir que l'argent ne se trouve pas sur un arbre. On travaille pour avoir l'argent. Donc, on ne peut pas se satisfaire tous les jours de ce qu'on désire, mais on doit se contenter de ce qu'on a. À partir du moment où vous plantez ça dans la tête de l'enfant, je suis convaincu que votre enfant, il ne pourra pas trop se plonger dans la rue, mais il sera une bonne personne au sein de la société. Voilà. La fréquence est-elle aussi importante dans les cadeaux que les parents font à leurs enfants? Parce que cette jeune fille, elle n'a pas su, c'est vrai qu'elle recevait beaucoup de cadeaux, c'est-à-dire que c'était à une fréquence irraisonnable parce que elle n'arrivait même pas à apprécier la valeur de ce qu'elle recevait. Quand bien même les autres voyaient cela en objet de valeur, mais elle, tout de suite, s'est usée. Et il faudrait qu'elle passe à autre chose. La fréquence est-elle importante dans les cadeaux que les parents font aux enfants? Faut-il attendre des moments bien spécifiques pour offrir un cadeau à son enfant, quand bien même on a tous les moyens qu'il faut? Non, pas forcément attendre un moment bien spécifique. Parfois, vous pouvez sortir et puis essayer d'envoyer peut-être une chaîne à votre fille. C'est bon de le faire. C'est bon qu'elle puisse sentir que j'ai un papa aimable, un papa qui m'aide, un papa qui me soutient. Mais c'est de ne pas toujours céder à ses caprices, au fait. C'est-à-dire, elle a reçu une chaîne, elle a dit que non, que je veux la chaîne comme pour ma camarade et tout de ce genre. Vous voyez les enfants. Arrivé justement à la comparaison, tu dois lui dire que non, je suis désolé, c'est mes moyens financiers, j'ai pu pour acheter cette chaîne et je n'ai plus de moyens, tu te contentes de ça ou pas? Cette fille dans mon roman, vous voyez que ses parents faisaient tout lorsque sa chaîne est usée.
son père, il se permettait de partir acheter une nouvelle chaîne. Mais c'est pas comme Ouais. ça il faut faire. Mhm. On ne doit pas forcément attendre que c'est l'anniversaire de mon enfant pour que je puisse lui offrir un cadeau, ou lorsque mon enfant a eu un concours, on ne doit pas attendre tout ça. On peut faire des cadeaux à son enfant pour dire que tiens, voilà, je suis sorti, j'ai vu quelque chose, ça me plaisait, une paire de chaussures, je t'offre ça. Ça donne encore de l'amour, ça donne encore de la communication et ça donne encore de la cohésion entre les différents parents. Mais il faut savoir faire les choses, il faut savoir canaliser les choses, c'est tout. Il faut avoir plus de sagesse et d'intelligence lorsque vous voulez faire certaines choses, c'est tout. D'accord. Que dire à ces parents séparés qui tablent sur les cadeaux pour avoir l'amour de leurs enfants? Il arrive parfois que des personnes soient séparées et pour que mon enfant m'aime plus, pour qu'il ait cette habitude de venir chez moi, il reste beaucoup plus avec moi, on le couvre de cadeaux, on le gâte, au fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents? Alors, ces parents, moi, je pense qu'ils s'y prennent très mal, très mal. En voulant tous les jours montrer à l'enfant que, ouais, c'est moi, je suis le bon, ta mère n'est pas bonne ou ton père n'est pas bon, sans le savoir, ils sont en train de détruire leur propre enfant. Parce qu'il y a rien de bénéfique, il y a bien de bénéfique que un enfant déteste son père ou sa mère. Parce que le plus souvent, les parents qui font ça, c'est pour montrer soit à l'enfant que je t'aime peut-être plus que ton père, peut-être ton père n'a pas l'occasion de t'offrir, ta mère n'a pas l'occasion de t'offrir. Et ça crée quelque chose dans l'éthique de l'enfant, dans sa mentalité. Il faut savoir être juste, il faut savoir être bon. Si l'enfant part chez vous, vous voulez lui offrir un cadeau, faites-le. Si l'enfant est son père, laissez son père le faire. Au point, si vous venez voir l'enfant, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui offrir un cadeau. Mais il ne faudrait pas que ça soit abusé au fait. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre, vous le montrez à l'enfant que oui, vous pensez à lui, vous êtes là. Pour que l'enfant sache que vous pensez à lui, c'est pas forcément des cadeaux, hein. Mais c'est la communication, c'est l'attention, c'est l'écoute. Les parents se trompent le plus souvent. Ils se disent que pour que mon enfant pense à moi, il faut que je lui donne tout ce qu'il veut. Il faut que je mette ce qu'il veut dans sa chambre, tout ça. Non, c'est pas ça. Un enfant peut avoir ça et puis faire des conneries, au fait. Raison pour laquelle il y a certains parents qui sont quasi dessus de leurs enfants. Ils se disent, mais je fais presque tout pour mon enfant. Mais comment se fait-il que mon enfant, il est dans la drogue, dans les vices, tout ça? Parce qu'il n'y a pas l'attention, il n'y a pas l'écoute. Ils se sont dit qu'on va remplacer la communication par les cadeaux. Ça va jamais le faire. On peut pas remplacer ce qu'on a besoin à l'intérieur avec des choses de l'extérieur. L'extérieur, ça s'use. Mais ce qu'on a à l'intérieur de nous est encore plus important que toute chose. Très bien. Quelles sont les valeurs que les parents doivent inculquer à leurs enfants? Alors, je vais rapidement venir à Victor Hugo, qui était un écrivain que j'aime bien, qui disait, l'instruction, c'est l'État et l'éducation, ce sont les parents. Je pense que j'ai déjà dit, mais j'aime bien cette citation. Pourquoi? Parce que cette citation m'a permis de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, les valeurs, les parents attendent à ce que l'État puisse prôner ces valeurs. Mais ça va pas le faire. C'est pas au maître ou au professeur de dire à votre enfant de dire bonjour, pardon, merci, désolé, s'il te plaît, j'ai besoin de jeter un sachet dans la poubelle au lieu de la rue. C'est pas au professeur de le dire, mais c'est aux parents. La première chose que les parents doivent apprendre aux enfants, c'est le respect. Savoir dire bonjour aux gens, savoir dire bonsoir, savoir respecter toutes les personnes qu'on rencontre. La deuxième des choses que les parents doivent apporter aux enfants, c'est savoir dire merci. Parce que le plus souvent, aujourd'hui, les enfants ne savent pas dire merci. Vous les offrez un petit cadeau, à peine qu'ils vous disent merci. Ils vont acheter de la nourriture, à peine qu'ils disent merci à la personne parce qu'ils se disent que c'est mon devoir, j'ai donné de l'argent, donc je suis pas obligé. Moi, je suis pas dans ça. Hier, par exemple, j'étais avec un jeune garçon, je l'ai accompagné pour aller acheter une glace, mais j'ai aimé son comportement. Dès qu'on a fini d'acheter la glace, je m'attendais à ce qu'il quitte là. Il a dit merci madame. C'est ça, il faut apprendre aux enfants. Il faut apprendre aux enfants à être loyal, à dire la vérité. Il faut apprendre aux enfants à être humble, à être si petit, être si modeste, quel que soit ce qu'ils ont. Il faut apprendre à ces enfants à ne jamais se comparer. Et ça, c'est le plus gros drame aussi de notre société, la comparaison. Parce que les enfants ne font que se comparer. Mon ami, il est premier de classe, mon ami a obtenu certains points, moi je n'ai pas obtenu. Il faut apprendre aux enfants qu'ils sont uniques. Ce sont des valeurs qu'il faut mettre dans les enfants. Il faut leur faire comprendre que le respect, la loyauté, l'intégrité, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi sont des choses qui sont très importantes. Quand un enfant, c'est vrai, on ne pourra pas toutefois se maîtriser, mais je pense qu'à partir de 15 ans, il faut apprendre ça à ses enfants. Ça va se maîtriser vis-à-vis de certaines choses. Ça ne va pas être envieux. Ne pas être envieux. J'en venais. Ça va se maîtriser lorsque on voit la nourriture. Ça va se maîtriser sur les différents cadeaux qu'on veut. Ça va se maîtriser sur tout ce qu'on voit. On doit faire comprendre aux enfants que c'est parce que tu vois ça que tu en as besoin. Il y a ce qui est nécessaire, il y a ce qui est important et il y a ce qui est passe-temps. Donc, il faut que tu puisses comprendre certaines choses. Les parents doivent réellement éduquer les enfants avec des valeurs très, très, très importantes. Et moi, je suis à cheval là-dessus. Je trouve que c'est très important parce qu'on a tout laissé à l'État. Pourtant, le papa, à la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit à l'enfant?
Est-ce que quand son enfant fait une bêtise, est-ce qu'elle a la capacité de dire à l'enfant, non, tu n'agis pas comme ça, tu ne fais plus ça? Est-ce que la maman a cette capacité de dire à son enfant que lorsque tu rentres dans la cuisine et tous les assiettes sont déjà lavées, tu dois prendre cette assiette et tu dois laver? Est-ce que cette maman a cette capacité de dire à son enfant que quand tu rentres dans la douche, tu dois toujours appuyer sur la chasse d'eau et tu dois pas attendre à ce que quelqu'un le fasse? Aujourd'hui, il y a des personnes même qui sont grands, hein, ils peuvent rentrer dans les Ouais. toilettes, n'appuient pas sur la chasse d'eau. Ça, on n'appelle pas ça de l'intelligence, mais on appelle ça l'éducation. Parce qu'il faut qu'on comprenne que on peut être instruit sans être éduqué. Ouais. C'est deux formes. L'instruction nous vient de la connaissance que nous avons. L'éducation vient des valeurs que les parents nous ont données. Et dans la société aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes instruites qui manquent encore d'éducation. Or, l'éducation nous ouvre toutes les portes parce que l'éducation nous apporte des vertus. Et c'est les vertus qui nous permettent de nous développer au sein de la société et bien sûr d'avoir place à la table des rois. Alors, pour revenir toujours au témoignage de cette jeune fille, avec sa mère, elle avait une mère protectrice qui la couvrait. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de question de la part de la mère lorsqu'elle entrait avec quelque chose, voilà, des objets de valeur, des cadeaux. Sa mère ne lui a jamais demandé d'où venaient ces cadeaux. Et le résultat, on l'a vu. Voilà, à chaque fois que le père essayait d'être un peu un parent gendarme, la mère s'opposait, s'en prenait à lui parce qu'elle recevait des cadeaux. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Qu'est-ce qu'il faut dire à ce genre de parents? Alors, il y a des parents, je sais pas, je sais pas comment je peux décrire ça, mais des parents qui, on n'appelle pas ça protéger son enfant, on appelle ça détruire son enfant. Parce que parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas le sens des mots. Protéger et détruire son enfant. Protéger son enfant, ça va au-delà du fait que ton enfant rentre avec des objets, sachant qu'il ne travaille pas, et tu n'es pas capable de lui demander. Tu t'étais là-dessus. Et ça, on en voit majoritairement un peu partout dans certains quartiers, mais ça, on en voit plus dans des quartiers qui sont pas assez élevés. On en voit plus des parents qui disent aux enfants, par exemple, un enfant de 18 ans, tu dois charger la bouteille de gaz, tu dois payer le canal, sachant qu'il ne travaille pas. Tu dois, par exemple, acheter le sac de riz. Pour moi, c'est manquer de responsabilité, au fait. Parce qu'un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Quand vous mettez un enfant au monde, vous devez être en mesure de le soutenir. Et vous voyez que dans mon livre, la mère, elle était contente de recevoir tout ça aussi. Pourquoi? Parce qu'elle gagnait auprès de sa fille. Il y a des moments comme ça qui sont contents de recevoir des cadeaux que, maman, je suis sorti, il y a un vieux gars, un homme marié, qui m'a acheté peut-être une voiture, qui m'a donné un cadeau, qui m'a donné ça. Et la mère, qui est mariée, n'est pas capable de dire, on ne doit pas sortir avec un homme marié parce que ce qu'on sait, on récolte toujours et que un jour, cela peut venir dans ta vie. La mère, elle se tait, elle ne dit rien, elle dit que non, je protège ma fille, j'aime ma fille, je ne veux pas blesser ma fille. Tu blesses pas ta fille, tu la détruis au fait. La Bible dit qui aime bien châtie tous les jours. Même Dieu le Père, lorsqu'on fait des fautes, il nous châtie. Dieu n'est pas ce protecteur là, il nous met dans la justice quand c'est honorable pour nous. Donc il faut que les parents doivent comprendre cela, il faut que les parents comprennent cela pour que cela soit réellement plus scripté dans la famille pour ne pas qu'il y ait toujours des désarrois et puis des malentendus. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les attentes des parents vis-à-vis de leurs enfants? Parce qu'apparemment, les enfants ne le savent pas toujours. Alors, les parents attendent toujours que les enfants réussissent leur vie, réussissent dans la vie, hein, plutôt que réussissent leur propre vie au fait. Je vous explique, réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est différent. Mais les parents aujourd'hui, ils ont tellement d'attentes que parfois, ça trouble les enfants. Par exemple, un parent qui a toujours rêvé de devenir médecin, dès que son enfant vient au monde, il veut à tout prix qu'il devienne médecin. Le futur médecin. Le futur médecin. Déjà. Un parent qui a toujours rêvé de devenir juge ou avocat, dès que son enfant vient au monde, il part à l'université, je veux que mon enfant fasse le droit, il fasse le droit. Et l'attente parfois des parents peut être, ça peut détruire l'enfant. Parce que quand l'enfant sent qu'il est trop attendu, ça l'étouffe au fait. Ça l'étouffe, ça fait qu'il peut pas réellement se sentir heureux. Il y a bien sûr le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Il disait comme ça qu'un jour, il était avec son fils. Il a donné un cadeau à son fils. Il attendait à ce que son fils puisse partager le cadeau. Il attendait réellement ça. Mais son fils ne faisait pas ça. Et il a commencé à étouffer son enfant au point qu'il a insulté son enfant devant ses amis. Pourtant, Stephen Covey était une personne qui faisait des conférences, des séminaires sur la vie de famille. Mais les personnes autour de lui étaient étonnées au fait. Mais comment une personne qui donne des séminaires sur la famille se permet d'agir ainsi? Et après, il a compris une chose qui était importante. Il devait libérer son enfant et laisser son enfant voir certaines choses en comprenant certaines valeurs. Donc, parfois, l'attente des parents, ça peut être réellement trop, ça peut fatiguer les enfants. Et il y a beaucoup d'enfants qui font des choses sans toutefois les aimer, hein. Il y a beaucoup On le fait pour les parents. Pour les parents. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est à cause de mon roman. Mais avant d'écrire mon roman, j'ai dû quitter mon travail, hein.
Je travaille en tant que conseiller client à Canal+, Majoré Côte d'Ivoire. J'étais bien payé, tout le monde m'aimait là-bas. Mais quand j'ai dit à mes parents que je pense que Dieu me demande de quitter mon travail pour qu'il y ait un roman qui aidera toute la famille, qui aidera bien sûr plusieurs familles, des personnes dans le monde entier, mes parents m'ont dit on attend beaucoup de toi, mais ce qu'on veut c'est que tu puisses réussir ta vie avec Dieu. Donc fais ce que tu as fait. Et j'ai démissionné, ils ont été très compréhensifs, ils m'ont écouté. Mais aujourd'hui, vous allez dire à votre père, par exemple, qui veut que vous deveniez médecin, que vous allez devenir peut-être journaliste ou peut-être écrivain, il va vous dire que c'est la folie au fait. Il a dépensé tout l'argent qu'il avait peut-être dans des économies, et puis vous voulez faire ce que vous voulez. Donc vous comprenez que l'attente des parents ça peut détruire un enfant. Donc il faut que les parents sachent réellement faire certaines choses avec discernement. C'est ça le point le plus culminant, le discernement, avec sagesse. Il faut qu'ils écoutent les enfants, il faut qu'ils parlent aux enfants et que l'attente soit assez minime au fait, au point de ne pas étouffer les enfants. Quelle est la part de responsabilité de chaque parent dans l'éducation d'un enfant? De chaque parent, c'est-à-dire du père et de la mère. Alors le plus souvent, ça c'est une très bonne question. Le plus souvent, la responsabilité elle est laissée sur le dos de la mère. Ça, on en voit ça. Hein. Chaque parent, c'est-à-dire le père ou la mère, a l'obligation d'être responsable auprès de son enfant. La mère, elle doit communiquer avec son enfant. Le père aussi doit communiquer. Et la responsabilité parentale ne peut pas engager juste une personne. C'est comme je l'ai si bien dit, c'est deux personnes qui sont unies pour se mettre ensemble pour faire un enfant. Donc la responsabilité doit venir des deux personnes. Il faut que les deux personnes puissent se mettre ensemble le plus souvent pour parler avec les enfants, dîner avec les enfants, accompagner même si le peuvent les deux ensemble les enfants à l'école, accompagner les enfants à l'église, accompagner les enfants à la catéchèse. Lorsqu'un enfant doit passer un concours, ils doivent l'accompagner. Il ne faudrait pas que l'enfant se dise que c'est ma mère seule qui est responsable de moi ou c'est mon père seul qui est le responsable de ma vie. Mais il faut que l'enfant puisse sentir que ses deux parents se mettent à fond dans son éducation, dans sa vie, dans tout ce qu'il désire, pour qu'il puisse avoir véritablement une mentalité assez lointaine de ce que Dieu attend de lui. Très bien. Alors, comment faire pour avoir une vie de famille épanouie? Alors, pour avoir une vie de famille épanouie, il y a seulement deux choses à faire. La communication et l'écoute. Le plus souvent, on se dit qu'avec des cadres, on peut avoir une vie de famille épanouie, c'est faux. C'est la communication. Et il y a une citation de l'un des proverbes qui dit, une maison qui n'a pas beaucoup d'argent et qui est heureuse est plus grande qu'une maison qui a beaucoup d'argent et qui n'est pas heureuse. Donc vous comprenez que parfois il y a des maisons où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais tellement ils communiquent, ils s'écoutent, il y a la joie de vivre, ils se sentent épanouis, tranquilles. Ils sortent les matins, ils sont tranquilles, ils saluent bonjour, bonsoir. On se demande mais c'est quoi cette folie? Et il y a des personnes qui ont presque tout dans la maison, mais il n'y a pas de communication, pas d'écoute. Et quand tu vois les visages sortir, on va penser directement à des fantômes, au fait. Ils sont tout tristes, tout moraux, ils arrivent au travail, ils sont stressés, les enfants arrivent à l'école, ils sont pas épanouis. Mais c'est parce qu'ils sont pas réellement heureux en eux-mêmes, ils sont pas épanouis à la maison. Parce que tout commence déjà dans la famille. Hein. Si vous voulez qu'un enfant soit bon, soit épanoui avec ses amis, il faut déjà que sa famille soit épanouie. Ils ont posé cette question à Mère Teresa lorsqu'elle recevait le prix Nobel de la paix. On lui a demandé quel conseil elle pouvait donner à toutes les familles qui étaient présentes, qui étaient venues écouter un peu son discours. Elle a dit, rentrez chez vous et commencez à aimer votre famille. L'amour, l'écoute, la communication, pour que la vie des familles soit épanouie. C'est tout. Très bien, très bien. Alors, vous l'avez dit au cours de cette émission, vous avez abandonné votre emploi pour vous consacrer à l'écriture de l'œuvre. Et d'ailleurs, dans l'introduction de votre œuvre, vous avez signifié que vous entendiez une voix dans votre cœur qui vous demandait d'écrire un livre pour les familles, sur la famille. C'est clair, vous pensez certainement que c'est une mission de Dieu en vue de reconstituer les liens familiaux. C'est exact. C'est exact. Et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre aujourd'hui? Alors, mon plus grand objectif aujourd'hui pour atteindre, c'est surtout d'aider chaque famille. C'est surtout aussi d'aider les jeunes. C'est surtout de parler, de communiquer avec les parents pour qu'ils puissent comprendre ce qu'un jeune en a besoin pour avoir une évolution spirituelle et une évolution intellectuelle au sein de la société. Mon objectif primaire n'est pas forcément de changer le monde. Je peux pas changer le monde. Il faut qu'on soit véritablement clair. Le plus souvent, certaines personnes se disent quand Dieu me donne une mission, c'est que je dois changer le monde. En griffe, le bien et le mal existeront toujours. Mais ce que moi j'ai à faire, c'est de produire ce que Dieu met dans ma vie pour que je sois véritablement un centre culminant du bien précieux qu'il veut que je sois. C'est comme une citation que j'ai écrite, n'écris pas le mal, mais crée plutôt d'être dans le mal. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est pas de changer le monde, mais c'est d'apporter de l'amour à chaque famille. C'est d'aider chaque famille qui sont en train réellement de se diviser à revenir sur des bases fondamentales, des bases fondamentales telles que l'amour,
la joie, l'espérance et la charité, qui sont des vertus très théologales de notre foi catholique. Très bien. Pensez-vous avoir tout dit sur ce plateau? On peut pas tout dire aussi, aussitôt, on peut pas tout dire, mais je pense que j'ai dit le nécessaire. Et mon livre se trouve, hein, pour que on puisse réellement avoir certaines idées, mon livre se trouve pour que toute personne qui veut aller encore plus dans une profondeur de mes pensées, cette personne pourra avoir mon livre pour savoir un peu mes idées. Très bien. Eh ben, il n'est pas tombé dans notre piège. Parce qu'effectivement, s'il nous avait dit oui, eh ben, la réponse pour moi, ce serait non. Parce que nous l'attendons encore sur ce plateau pour décrypter d'autres sujets en rapport avec la famille. Jordan Emmanuel Sambroux, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je vous dis merci. Très bien. Merci également à Ruth Brou pour la collaboration rédactionnelle. Merci à messieurs Agossou et Kokwa pour la collaboration technique. Merci infiniment à vous pour votre aimable attention. À très bientôt pour un autre numéro. Que Dieu nous garde.